Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo très rapide, en tout cas pour ma part, vous allez voir une présentation du Tokina 11-16 mm 2.8 version Canon, mais au final la version on s'en fout un peu. Cette vidéo n'est pas présentée, enfin cette review ne sera pas présentée par moi, mais par un abonné qui m'a contacté il y a pas mal de temps pour plusieurs projets, notamment cette vidéo. Cet abonné en question m'a envoyé cette vidéo, cette review il y a genre très longtemps, et je suis vraiment à la bourre, et je suis vraiment désolé. Genre, vraiment. Cette review va être présentée par Nicolas Lebas, comme je vous ai dit, un abonné qui m'a contacté il y a pas longtemps. Enfin si, il y a quand même longtemps, bref. Réservez-lui un accueil chaleureux dans les commentaires, n'hésitez pas à le critiquer, mais toujours de manière constructive, hein, genre des trucs genre c'est nul, ça sert à rien. Même quand c'est pour moi, mais bon, moi d'un côté je m'en fous, mais bref. Et puis pour le reste, moi je suis en train de regarder pour décorer tout ça, parce que c'est quand même vachement moche, hein, on va se le dire, on va se l'avouer. Je suis occupé à regarder pour mettre des meubles, etc. Enfin bref, vous faire un décor plutôt sympathique. Une fois que ce sera fait, je vous expliquerai pourquoi j'ai dû faire ce changement de studio et quel avenir la chaîne aura. Enfin bref, c'est peut-être beaucoup tout ça. Tant que j'y suis, je profite vite pour vous reparler du salon de la photo qui va se dérouler le 9, 10 et 11 mars, les Photo Days à Bruxelles. Je serai présent le 11 mars, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si jamais vous l'avez loupé, je vous le redis maintenant. Bref, c'est à Nicolas de continuer cette vidéo, il a fait vraiment un travail de fou, la review dure plus de 17 minutes, n'hésitez pas à poster un commentaire, constructif toujours, et puis pour le reste, on se retrouve bientôt. Ciao! Salut, t'inquiète pas, t'es bien sur la bonne chaîne, c'est Nicolas, pour un épisode des éleveurs de pixels. Et aujourd'hui je te teste le Tokina 11-16 mm 2.8 qui est juste là. Voilà, attends, j'espère que tu le vois. Voilà, là normalement tu le vois. Voilà, c'est un très joli objectif. Donc c'est un grand angle pour capteur APS-C que je te fais la review tout de suite. Donc petite précision tout de suite, la version que j'ai c'est une version Canon puisque j'ai un 70D. Donc voilà, ce que je vais te donner comme résultat c'est sur un Canon 70D. Mais j'imagine que c'est pas bien différent sur les Nikon et sur les autres Canon, ça doit être à peu près pareil. Juste voilà, prends-le en compte. Et je vais te donner son nom exact pour que tu saches exactement de quel objectif je parle. Je parle de l'objectif Tokina 11-16 mm 2.8 ATX Pro DX Mark II. En gros c'est le 11-16 2.8 V2. Voilà. Et je te propose un truc, c'est que on va changer un petit peu l'angle de la caméra pour que tu vois un petit peu ce qu'il donne en vidéo directement. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas ultra branchés techniques, etc. Mais je trouve ça important quand même de voir un petit peu les bases, etc. Puis je vais partir de là pour aller vers mon ressenti. Donc d'abord, on va voir si il est disponible pour votre appareil. Donc pour qu'il soit disponible pour votre appareil, il faut qu'il ait la monture soit EFS, donc de Canon, soit DX de Nikon, ou alors la troisième option c'est Reflex à capteur APS-C de chez Sony. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, donc c'est vraiment la catégorie Reflex, pas les catégories des Alpha 6300, etc. Donc vous avez peut-être vu que il va également sur des 5D, donc des pleins formats. Alors oui c'est vrai, mais il y va seulement à 16 mm, donc c'est un petit peu dommage je trouve. Voilà, du coup il perd un petit peu son intérêt. Et vous avez des bien meilleures optiques pour le plein format, donc comme des 16-35, et même sans parler de zoom, des 14 mm Samyang, etc. qui coûtent à peu près le même prix et qui sont clairement bien meilleurs sur plein format que ça. Clairement, si c'est pour un plein format, je vous le déconseille. Si c'est pour un APS-C, on va voir qu'il est pas mal du tout. Au niveau du range de zoom, c'est un 11-16 mm du coup, et donc ça va dépendre. Si vous avez un Canon, ça va être un équivalent 17,5 25,5 mm, et si vous avez un Nikon ou un Sony, ça va être un 16,5 24 mm. Au niveau de la transmission de la lumière, il ouvre à f2.8 et globalement c'est à peu près t3.2 à peu près partout. Retenez juste qu'il laisse assez bien passer la lumière et qu'il n'y a pas de grande perte dans la transmission de la lumière. Un point assez important pour les grands angles et ultra grands angles, c'est la capacité ou non de mettre des filtres, parce que les grands angles sont souvent des lentilles frontales assez bombées et du coup ça ne permet parfois pas de mettre des filtres, et pourtant c'est assez utile dans le paysage, par exemple de mettre un filtre ND ou de mettre des filtres polarisants, des choses comme ça. Et bien c'est tout à fait possible sur celui-ci avec un diamètre de filtre de 77 mm qui a un grand diamètre mais pas non plus le plus grand, et donc c'est très cool de pouvoir mettre des filtres, parce que par exemple si on prend le 14 mm de chez Samyang, je crois que vous pouvez mettre des filtres dessus mais c'est avec un système très compliqué, etc. Là c'est juste des filtres vissants que vous avez à mettre dessus et donc c'est beaucoup plus pratique. Alors au niveau du poids il fait 560 grammes et au début j'ai trouvé ça extrêmement lourd. Maintenant j'ai commencé la photographie il y a un peu plus d'un an et en fait j'ai commencé avec un 50 mm. J'ai commencé avec ce 50 mm là qui est génial, vraiment super, meilleur achat ever.
j'ai pas pris le 18-55 ou le 18-135 comme certains. J'ai vraiment fait toutes mes photos avec ce 50 mm qui est extrêmement léger. Il fait un peu moins de 300 grammes ou un peu plus de 300 grammes. Et du coup, forcément, quand j'ai eu le bazooka, parce que pour moi c'était clairement ça, du 11-16, bah, ça m'a paru hyper lourd. Mais en fait, aujourd'hui, bah, je le trouve génial. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment hyper bien équilibré. Avec le 70D, je trouve ça génial. Après, avec le 200D, comme a été récemment testé sur la chaîne des éleveurs de pixels, je pense que c'est moins bien accordé, ou avec, je sais pas, un 800D ou un truc comme ça. Je pense que là, le boîtier part un peu en avant, mais avec le 70D, c'est vraiment parfait, et 560 grammes, c'est pas si lourd que ça, et du coup, ça s'équilibre bien. Et donc maintenant, bah, le poids ne me dérange même plus, voilà, tu vois. Du coup, 560 grammes, ouais, donc je m'y suis fait en à peu près 2 semaines. Mais bon, après, si t'as l'habitude d'avoir des objectifs beaucoup plus lourds, il y a des objectifs à plus d'1 kilo, donc clairement, voilà. Après, c'est juste une question d'habitude. Voilà, moi j'étais habitué à un objectif à 300 grammes, à un couple hyper petit, tout ça, donc là, forcément, quand je suis passé avec cet autre couple, 70D et 11-16, ça me parut extrêmement lourd, mais ça va en fait. Et du coup, en fait, justement, par son poids, etc., il inspire extrêmement confiance. Il a des matériaux, je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de me filmer, mais il est en matériaux, c'est un peu le même matériau que le 100 mm macro de 8 de chez Canon, si vous voyez, en série L. Donc voilà, c'est pour vous dire, une série L utilise les mêmes matériaux. C'est vraiment assez qualitatif, et en fait, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet entre les mains. C'est con à dire, mais vraiment, c'est vraiment l'impression qu'il donne, et il donne vraiment cette impression de robustesse. Alors, point important, je trouve, c'est que la baïonnette est en métal. Alors, si vous savez pas ce que c'est que la baïonnette, c'est tout simplement ceci là, ce petit cerclage en métal, qui est également en métal sur le 50 mm, sur tous les 50 mm de Canon d'ailleurs. Et il est souvent en plastique sur les objectifs kits, dont le 10-18 là de chez Canon, qui m'a fait hésiter un petit peu également. Le fait que ce soit en métal, bah, ça prouve encore qu'il est résistant, et ça prouve encore qu'il fait partie d'une gamme plus professionnelle. Et personnellement, j'ai déjà cassé un objectif qui avait une baïonnette en plastique. Donc maintenant, j'achète plus que des objectifs avec une baïonnette en métal. Alors maintenant, au niveau du rendu qu'il a, et bien au niveau du vignettage, j'ai trouvé ça extrêmement correct. Là, vous devez le voir sur cette vidéo, même si, bon, là, il y a un petit peu d'étalonnage, mais franchement, c'est ultra propre. Voilà, c'est vraiment bien maîtrisé. On pourrait s'attendre d'en avoir beaucoup pour un grand angle, mais non, en fait, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Après, moi, de toute façon, j'en rajoute souvent, même sur des paysages, je rajoute souvent du vignettage, donc ça ne me dérange pas d'en avoir. Et si j'en veux pas vraiment, j'ai juste à mettre le profil de Lightroom, et il fait quasiment rien, et c'est parfait. Donc vraiment, sur le vignettage, y a pas de problème. Au niveau des aberrations chromatiques d'abord, bah ça va. J'étais habitué à plus avec le 50 mm qui en fait finalement pas mal, mais celui-là, ça va. Puis du coup, en fait, comme tout paraît petit, tu vois, là je parais petit et tout, là je te parais hyper loin, alors que bah, ça va, en fait, je suis pas très loin. Donc du coup on les voit encore moins vu que c'est petit, du coup ça me dérange pas. Au niveau de la distorsion, bah tu le vois là actuellement à 11 mm, et il y en a, c'est clair et net. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, je trouve, que ce n'est pas une focale fixe variable. J'ai déjà lu ça ou entendu ça, je sais plus, quand j'étais en train de chercher un petit peu des reviews avant d'acheter, et j'ai vu quelqu'un qui me disait que c'était une focale fixe variable, et je ne trouve pas. Attendez, je vais juste vous zoomer de 11 mm, là je suis à 11 mm, là c'est 16. Voilà, 16 mm, et ben je trouve que ça n'a pas du tout le même rendu. C'est-à-dire que quand je me mets à 11 mm, c'est vraiment que je veux être à 11 mm, profiter de ce rendu, profiter d'avoir des bras énormes, là si je fais ça, waouh, trop bien. Et si je me mets à 16 mm, et ben là on a un rendu beaucoup plus 24 mm, beaucoup plus cinématographique en fait, je trouve. Et c'est totalement différent. Je vais me remettre à 11 mm parce que je trouve que l'effet est sympa. Et du coup, t'as vu, la bague est assez fluide, etc. Donc voilà, je trouve que au niveau distorsion, ça va et ça peut donner un effet. Et si t'en veux pas trop, va dans 13, 14, 15, 16 mm. À 11, 12, il y en a un petit peu plus. Mais franchement, ça passe. Et j'ai fait des photos de paysage à 11 mm. Et si je fais bien mon travail au montage, normalement, je devrais en incruster plusieurs. Bah en fait, ça va quoi. C'est vraiment, y a pas de problème. Et enfin, au niveau des flares, je crois que c'est le plus gros problème de cet objectif. C'est bon. C'est pas non plus ultra gênant, mais je trouve que c'est vraiment son plus gros défaut, c'est les flares. Je trouve qu'il en fait beaucoup et c'est très compliqué à enlever un flare en plus en post-production. Donc clairement t'es obligé d'en avoir dès que t'es en plein soleil, et c'était le cas quasiment tous les jours en vacances dans les Alpes là que j'ai fait, donc c'est les photos que je te montre actuellement. Donc du coup bah il y a certaines photos qui ont du flare, etc. Et c'est dommage. J'ai voulu faire un grand panorama à un moment donné, sauf qu'il y avait un flare sur toutes les photos. Normalement j'allais avoir une image grandiose. C'est pas le cas du tout parce que c'est cassé par tous les flares, ça fait moche, ça va pas. Non, en vrai, je trouve vraiment que c'est son plus gros défaut, les flares. Mais à la fois, des fois, c'est aussi esthétique d'en avoir, donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il en fait beaucoup quand même. Alors du coup, il y a que 5 mm de range, et on peut se dire que c'est un peu gênant, que c'est pas assez, etc. Alors, je vais vous le dire honnêtement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Moi, j'étais sur une focale fixe, du coup, qui restreint pas mal les possibilités. Mais en fait, ça pose pas vraiment de problème, parce que quand on met un grand angle, c'est pour utiliser un grand angle. Et optiquement, c'est beaucoup plus difficile de faire une bonne optique de, par exemple, 24
34 mm à 105 mm que de faire une bonne optique de 35 à 60 par exemple. Et donc du coup ça me choque pas en fait qu'il n'ait pas réussi à faire plus de range, ou que justement pour avoir une bonne qualité optique il force ce range là. Et en fait ouais bah voilà, ça, on vit avec en fait, ça change pas vraiment. Et est-ce que s'il avait par exemple 1 mm de plus ou quelques millimètres de plus au-delà de 16 mm, bah, en fait je sais pas si je les utiliserais, donc ça me dérange pas plus que ça. Après je comprends que ça puisse déranger certaines personnes, mais franchement je trouve pas que c'est un point rédhibitoire à cet objectif, vraiment pas. Et du coup justement le piqué de cet objectif est bon, il est pas excellent, il est bon, il est correct. Je pense que tu peux largement imprimer des trucs pour mettre des tirages chez toi. J'avoue que je l'ai pas fait, c'est sûr tu peux le faire, tu peux même le faire avec des objectifs de kit, donc avec celui-là tu peux le faire. Selon moi, le piqué est supérieur aux objectifs de kit, il n'est pas incroyable mais c'est quand même un des meilleurs ultra grand angle en fait. Aujourd'hui il y en a quelques-uns qui sont au-dessus de lui, mais parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux finalement, hein, donc les nouvelles versions qui sortent sont plus piquées, mais ça reste encore une référence, et franchement rapport qualité-prix piqué, tu vois, et bah c'est cool, enfin c'est bien, vraiment c'est un bon piqué. Personnellement ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir un truc ultra piqué, surtout dans un paysage où tu vois c'est un truc que tu regardes grandiose, tu vois, t'as pas besoin que tous les éléments soient ultra piqués. Sur un 85 mm par contre là je serais par exemple plus exigeant sur le piqué, il faut vraiment que ça soit parfait, parce qu'il y aura par exemple beaucoup de flou d'arrière-plan sur le portrait, etc. Là on est souvent à l'hyperfocale, donc du coup niveau piqué on est souvent à f8, donc en fait il n'y a pas vraiment de problème. Personnellement là-dessus je suis assez tolérant et ça va quoi. Mais je trouve que c'est un bon équilibre, parce que oui ce n'est pas le plus piqué aujourd'hui, mais il ouvre à f2.8. Et ça peut peut-être paraître rien comme fonctionnalité parce que derrière il n'a pas la stabilisation, etc. Mais là par exemple je suis en train de tourner une vidéo sur trépied, donc la stabilisation ne me servirait à rien. Par contre pouvoir ouvrir à f2.8 bah c'est cool, parce que derrière c'est un peu plus flou, parce que ça me permet d'avoir un éclairage assez restreint, puis ça permet aussi en photo de faire de la photo d'étoile vraiment bien. Personnellement j'aime bien avoir une grande ouverture. Du coup la question qui vient après c'est est-ce que tu utilises le f2.8 bah ça dépend en fait ce que je fais. Si je fais du paysage, non, je vais plutôt me mettre à f7.1, f8, f11. Par contre si je fais je sais pas, peut-être un peu d'interview en vidéo à 24 mm, enfin à 24, en équivalent 24 mm, et bah là ouais je vais utiliser le 2.8. En fait j'utilise beaucoup le 2.8 en vidéo, et comme cet objectif je l'utilise pas mal en vidéo, parce que je fais de la photo mais aussi de la vidéo, du coup bah vraiment je trouve ça cool d'avoir cette option là. Alors du coup au niveau de l'objectif en lui-même, les bagues sont bien. La bague de zoom est pas dure en fait, mais elle est précise, c'est à dire elle tourne pas hyper vite quoi, et du coup ça te permet vraiment, comme ça un petit range, ça te permet vraiment d'être exactement là où tu veux. Et oui d'ailleurs par exemple là quand je zoome comme ça, et bien il n'y a pas du tout d'éléments qui bougent à l'intérieur. Voilà, tout se fait à l'intérieur de l'objectif, il n'y a rien du tout qui dépasse, qui est un effet que j'aime pas trop sur les objectifs. Ça fait en fait assez bas de gamme, et en fait c'est pas fou parce que du coup t'as pas la même prise en main. C'est rien, parce que du coup t'as pas la même prise en main quand t'es dézoomé que quand t'es zoomé. Et je comprends bien qu'il y a certains objectifs où t'es obligé, genre le 24-105 t'es obligé de faire ça. Là sur un range aussi petit, je suis content qu'ils aient réussi à le faire enfin qu'ils ne le fassent pas d'effacer quoi. Et au niveau de la bague de mise au point, c'est là où il y a quelques critiques, c'est qu'il faut, si je veux passer en focus manuel, il faut que je fasse ça, et tu vois je galère là actuellement, c'est pas un petit bouton tu vois, voilà, c'est très très galère, voilà. Et donc là je suis en focus manuel, et si je veux je peux me rendre flou, et tu vois elle est assez fluide franchement, et assez précise aussi. Il y a également une vitre pour voir où est-ce que tu es à la mise au point. Voilà, et donc là je suis en focus manuel. Et du coup ce qui est nul c'est que en focus automatique, eh bien je ne peux pas régler du tout le focus, elle est plus du tout active la bague. Alors que ça marche très bien sur mon 50 mm par exemple. Et donc je vais dire un petit peu comme tous les tests, j'aurais préféré que ce soit un bouton en fait. Je pense pas que ce soit plus compliqué de mettre un bouton comme ça, et ça marche mieux en fait. Genre on le cherche même pas, surtout sur un zoom comme ça, je veux dire, où t'as pas de stabilisation, t'as que un seul bouton à mettre, manuel focus, autofocus, et t'as juste un petit clic à faire. Je sais pas trop pourquoi ils se sont embêtés à faire ça, et en plus j'ai oublié de dire qu'il y a un pare-soleil de fourni, et quand t'as le pare-soleil mis pas dans le sens du pare-soleil mais à contresens pour le ranger, et bien c'est très compliqué de passer de mise au point automatique à mise au point manuel. Donc même si 99% du temps je suis en mise au point automatique, j'aimerais bien pouvoir passer extrêmement facilement en fait de l'un à l'autre. Voilà, donc pour moi c'est pas du tout rédhibitoire. En soi c'est vraiment un petit détail
comment on appelle ça, d'ergonomie. C'est un petit détail d'ergonomie, mais c'est tout con. Mais voilà, j'aurais bien aimé que ce soit un bouton, voilà, comme tous les objectifs en fait. Mais ça c'est sur tous les objectifs Tokina, donc c'est vrai que je sais pas trop pourquoi ils font ça. Alors du coup au niveau du bruit du focus, je vais te le faire écouter, je vais me taire et je vais te le faire écouter. Voilà, je pense que tu l'as entendu grâce au micro, il est pas très loin, là il est à peu près à 30 cm de l'objectif et il fait quand même un certain bruit. C'est pas les derniers moteurs, mais c'est pas non plus les moteurs d'il y a 10 ans. Voilà, c'est un entre-deux. Il fait pas non plus masse bruit et de toute façon c'est un ultra grand angle, donc en fait c'est un... Voilà, donc là tu vois par exemple si je bouge un tout petit peu, il va vraiment pas avoir à faire beaucoup de focus, genre c'est vraiment pas important. Donc du coup c'est pas vraiment un grand problème. Donc il fait un petit peu de bruit, ça va prendre en compte, mais ça va. J'avoue que ça serait cool d'avoir un moteur un peu type STM comme le 10-18, mais là-dessus on l'a pas. Écoute, on l'a pas, hein, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien un moteur un petit peu plus silencieux. Alors du coup je pense que pendant toute la vidéo là j'aurais mis quelques exemples de photos et si je l'ai pas fait, et ben ça va être maintenant. 3, 2, 1. Voilà, normalement t'as vu quelques exemples et j'espère que t'aimes bien mes photos. Je vais parler un petit peu du prix maintenant. Personnellement je l'ai eu pour 389 € je crois. Parce que je l'ai eu un jour où pof il a descendu de 90 € sur Amazon, du coup c'est ça qui m'a décidé à le prendre. Enfin j'avais déjà décidé de le prendre tu vois, mais là du coup ça m'a forcé à le prendre un peu plus rapidement. Du coup pour 379 €, vraiment c'est meilleur achat que je pouvais faire, clairement un objectif grand angle et tout. Après il coûtait normalement 479 € et même pour 479 € ça reste un bon objectif je pense. Et à 479 € j'ai noté un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme concurrence. Alors voilà, je regarde sur mon téléphone. Vous avez le 14-2.8 Samyang, mais vous pouvez pas monter le filtre, c'est une focale fixe. Bon, vous pourrez l'adapter par contre si vous passez au full frame, mais voilà, et puis elle est full manuel, etc. Donc il n'y a pas que des bonnes solutions dans cet objectif. Par contre, il me semble qu'il coûte 350 €, donc là-dessus il est pas mal, mais voilà, pour 20 € de plus, j'ai celui-là. Donc regardez peut-être aussi sur Amazon, ça se trouve il va baisser de prix des fois comme ça. C'est peut-être pas un coup... Vous avez le Canon 10-18, dont j'ai pas mal parlé pendant ce test, parce que c'était celui avec qui j'hésitais en fait, donc voilà. Qui a un bon objectif mais qui est tout plastique, qui a pas une ouverture folle. Bon par contre il profite d'une stabilisation, mais voilà, je sais pas, il y a des trucs qui vont pas aussi sur cet objectif je trouve. Et le piqué est très bon à 10 mm f8, mais par exemple à 18 mm c'est plus très bien je crois, et enfin voilà, il est pas très homogène en fait, et celui-là est plus homogène. Sinon vous avez le Sigma 10-20 3,5 mm qui est bien, je crois qu'il est bien, mais après il est pas fou non plus, il ouvre qu'à 3,5. Il me semble qu'il est à peu près au même prix, donc pareil, en fait pour le même prix, bah, celui-là est mieux, donc prenez celui-là. Après vous avez deux un petit peu plus chers, c'est le Tokina 11-20 mm. Si vous pouvez vous offrir le Tokina 11-20 mm, je vous invite à le faire, apparemment il est plus piqué. Je pense qu'ils ont réglé quelques problèmes, notamment au niveau des flares, etc. Vérifiez sur d'autres reviews, mais voilà, je pense qu'il est mieux. Et puis après le 10-24 de Tamron qui apparemment est très bien, mais pareil, pas une très full ouverture, donc voilà, regardez un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un très bon ultra grand angle, je suis très content de mon achat. Et voilà, je trouve qu'il permet vraiment de changer totalement mes photos par rapport au 50 mm. Donc voilà, je suis très content de mon achat. Bah voilà, après je vous ai listé un petit peu tout ce que je pensais de cet objectif. Il n'y a pas de réel point faible, juste le flare et juste la bague de focus. Mais voilà, c'est assez mineur je trouve. Voilà, le bruit d'autofocus aussi peut-être, mais honnêtement ça va, et surtout en photo en fait ça va. Après en vidéo c'est un petit peu plus gênant, mais en photo vraiment c'est vraiment un super objectif. Je vous le conseille si jamais vous avez un besoin d'ultra grand angle. Voilà, du coup bah, je crois qu'on va se laisser ici, et si tu veux continuer à parler avec moi, je t'invite à rejoindre le Discord des éleveurs de pixels. J'espère qu'il aura fait la vidéo pendant que celle-là va sortir. il doit la faire. Voilà, bref, si tu sais ce que c'est Discord, bah, je t'invite à cliquer sur le lien et à me rejoindre. Voilà, c'est moi qui serai administrateur là-dessus. Voilà, on parlera entre photographes. Et puis également tu peux t'abonner à la chaîne des éleveurs de pixels, parce que Pierre fait du contenu cool. Et si jamais j'ai encore un petit mot à dire sur la photographie, bah je passerai ma tête. Voilà, ciao. C'était Nicolas pour les éleveurs de pixels, salut.